Bonsoir et bienvenue dans Podium Jeunesse, l'émission qui donne la parole aux jeunes Togolais. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet qui nous intéresse tous, l'avenir de nos communautés. Et qui mieux que les jeunes femmes dynamiques et engagées pour nous parler de cet avenir. Elles sont de plus en plus nombreuses à prendre les choses en main, à proposer des solutions innovantes et à s'investir pour un monde meilleur. Mais quels sont leurs défis? Comment les soutenir? Quelles sont leurs sources d'inspiration? C'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui en donnant la parole à deux jeunes femmes leaders exceptionnelles qui montrent la voie vers un changement positif. À ma gauche, nous avons Samira Amadou. Elle est ingénieure réseau télécom, activiste sociale et communautaire et présidente de Youth Panel Lomé. Bonsoir Samira. Bonsoir madame. Comment tu vas? Bien, merci et vous? Je vais bien, merci. Bienvenue à Podium Jeunesse. Merci. À ma droite, nous avons Samata Amdiat Mayaba. Elle est titulaire d'une licence en communication des organisations et présidente du MAJ ATBF, le mouvement d'action des jeunes de l'association togolaise pour le bien-être familial. Bonsoir Samata. Bonsoir madame. Heureuse de t'avoir. Ça fait plaisir. Merci. Samata, pour lancer la discussion, j'aimerais beaucoup que tu partages avec nous un peu de ton histoire personnelle. Peux-tu nous raconter ce qui a déclenché ta passion, je veux dire, pour le leadership et pour le service communautaire? Tout a commencé au lycée, lorsque j'avais 13 ans. Et j'ai eu à remarquer dans ma communauté que les jeunes filles et femmes font face à tout ce qui est problème lié aux grossesses précoces et surtout au mariage forcé. Alors, à travers les initiatives de clubs scolaires et tout au lycée de Keta, où j'ai eu mon baccalauréat, nous avons mis en place des sketchs pour sensibiliser d'abord nos pères jeunes filles sur ces questions de mariage forcé, comment est-ce qu'elles pouvaient aborder cela avec les parents à la maison. Suite à cela, mon engagement s'est encore grandi lorsque j'ai eu mon bac et que j'ai quitté la CARA pour la région maritime. J'ai fait la connaissance du mouvement d'action des jeunes, de l'association togolaise pour le bien-être familial en 2019 et à ma première année au campus. Vu que j'avais déjà cette fougue-là en moi de pouvoir changer les choses dans la communauté, j'ai embrassé le monde associatif à l'université de Lomé à travers d'abord le club de l'ATBF qui se situe là et j'ai rejoint le mouvement d'action des jeunes de l'association togolaise pour le bien-être familial en 2020. Alors mon engagement s'est poursuivi dans cette association-là et j'ai eu à occuper plusieurs postes au sein de cette organisation où je milite aujourd'hui en tant qu'activiste genre et DCCR. À travers ces activités-là que nous faisons là-bas, nous avons un aspect que nous mettons toujours en avant qui est le fait d'aller toujours vers les communautés vulnérables, vers les personnes en situation de handicap pour favoriser tout ce qui est inclusion. Alors, de ma petite expérience sur l'engagement communautaire, je dirais que nous sommes sur la bonne voie pour pouvoir changer les choses dans notre communauté. Derrière chaque leader se cache un parcours unique. Quel a été le tien? Qu'est-ce qui avait en toi le désir de faire la différence, une différence dans ta communauté? D'accord, merci beaucoup pour la question madame. Je dirais que déjà, c'est parti aussi comme Samantha de mon environnement proche. Moi, j'ai eu des copines à l'école qui se sont mariées tôt, déjà en classe de 4e. Je me rappelle qu'on avait aidé une copine même à fuir de la maison parce qu'elle devait être mariée tôt. Et après, elle est allée à l'orphelinat, on l'a blaguée, on l'a amenée au village. On a dû faire le mariage. Et après, on l'a appris, on était vraiment déboussolés. Et il y a eu beaucoup de ces cas-là quand j'étais au collège et au lycée. Je me rappelle qu'il y avait une fille même très brillante aussi, avec laquelle je faisais le collège, mais qui a aussi été mariée, mais pas de force. Elle n'a pas été mariée de force, mais on va dire que c'est l'environnement et l'éducation qu'on nous donne. Oui, une femme, elle doit se marier tôt. Donc, il y avait cet environnement-là qui, vraiment, pour moi, c'était dur. Donc, il y a eu tout ça, en fait, qui avait en moi, cette rage-là de changer quelque chose, d'apporter quelque chose, bien que je ne savais pas vraiment où l'orienter. Ça m'a juste permis de me renfermer sur moi et d'en vouloir à tout le monde. Après mon bac, donc en 2021, j'ai rejoint la Jeune Chambre internationale Lomé, où j'ai commencé la vie communautaire et associative. On allait dans les communautés, je me rappelle, à Tchévier, Bolou, à Dantor, Bolou, mais on a installé des panneaux solaires pour que les enfants puissent étudier. Il n'y avait pas du tout d'électricité dans le village. Donc, cet engagement communautaire a commencé en 2021, quand j'ai fait l'initiative Takeover de Plan International Togo. Là, on a parlé de féminisme, de questions de genre et tout. Et c'est là que je me découvrais et j'arrivais en fait à mettre un nom sur ce que j'avais comme cause. Et c'est là aussi que j'ai commencé, j'ai rejoint le Youth Panel Lomé, l'ONG Coup de pouce.
J'ai travaillé sur le forum de la jeune fille. Donc, c'est en ce moment-là que j'ai commencé vraiment à m'étendre dans la vie associative et à trouver des thématiques qui me tenaient vraiment à cœur. Parce que ça aussi, ça reste un défi. Quand vous arrivez dans la vie associative, il y a plusieurs thématiques, mais sur quoi est-ce que vous vous positionnez? Donc moi, c'était vraiment mon environnement qui a influencé ce choix-là, cette décision-là d'être dans la vie associative. Et heureusement aussi que j'ai eu l'opportunité d'être en contact avec des personnes qui ont pu me permettre d'être dans ce réseau de jeunes-là qui veut travailler sur quelque chose, qui veut changer des communautés. Donc, c'est beaucoup plus ça. Donc, c'est en étant membre de ces structures, de ces organisations et en participant à leurs activités que vous avez découvert votre voie. Oui, c'est oui. ça. Merci beaucoup. Samantha, les rencontres et les expériences sont souvent déterminantes dans un parcours de leadership. Comment ont été les tiennes et comment ont-elles influencé ta vision et ton action? D'accord, lorsque je retourne d'abord à l'essence même de mon engagement, je dirais que je rends hommage aujourd'hui à mon professeur de français, Monsieur Tchabeguedou, qui m'a vraiment entretenu surtout à la classe de première et terminale, où j'étais d'abord major de classe. Mais je fuyais ce rôle. Et je me contentais même du rôle de secrétariat. Je dis non, je préfère remplir le cahier de thèse, être major de classe avec tous ces gaillards de derrière, comme on a l'habitude de le dire au lycée. Mais il m'a fait comprendre que non, lorsque tu es premier d'une classe, c'est que tu l'as mérité, c'est que tu as travaillé, c'est que tu as bossé. Et c'est en cela que j'ai commencé à développer une confiance en moi. Je me suis dit oui, s'il le dit, c'est que forcément je dois le faire. Et donc j'ai commencé à prendre les initiatives, tout ce qui est prise de décision également en lien avec l'école et tout. Je me rappelle très bien qu'on avait même fait l'anniversaire de notre lycée des 40 ans. Des 40 ans du lycée. Et donc j'étais appelée même à prononcer le discours, représenter les jeunes et tout de mon lycée. Wow. Donc je le rends vraiment hommage par rapport à tout ce qu'il m'a confié comme tâche, parce que certes on faisait même les activités scolaires, mais tout ce qui avait trait aussi aux activités extrascolaires et tout ça, là, au club et d'autres clubs d'établissement, il me confiait beaucoup de tâches, et également tout ce qui est aussi la lecture à travers les bibliothèques et tout ça, là, j'avais beaucoup de ressources à ce niveau-là. Et je dirais que toute rencontre n'est pas du hasard en ce sens-là, parce que voilà, j'ai fait le collège jusqu'au lycée et tout. Je me dis qu'il fait partie de ces personnes-là qui ont déclenché, voilà, qui ont fait ce déclic-là de ma capacité à l'idée. Et donc, lorsque je suis rentrée dans la vie associative à travers ces différents mouvements de jeunes et organisations, il faut dire que j'ai rencontré plusieurs personnes, que ce soit des personnes, des autorités locales ou internationales. Et surtout, je me dis que pour moi, les premiers modèles de leadership même, ce sont mes parents. Pour ne pas dire ma mère elle-même, parce que c'est une femme très brave et quand on appelle femme battante aujourd'hui, moi je la vois en première position. En dehors de ce qui est famille et tout, je peux citer Madame Awanana, qui est la représentante de Plan International Togo sortante, et bien sûr d'autres jeunes collègues avec qui nous avons vraiment travaillé sur des projets et qui aujourd'hui, pour moi aussi, ce sont également des modèles de leadership, ce sont des personnes vers qui on peut aller également pour trouver notre voie et surtout nous tracer notre voie en termes de militantisme ou sinon sur le plan professionnel. Parce que quoi qu'on dise, chaque association ou organisation de jeunes aussi a sa voie, a sa vocation, a sa vision et ses valeurs. Et donc, en nous approchant de ces personnes ressources-là, ça nous permet de trouver notre voie et surtout de nous tracer sur le plan professionnel, personnel, tout comme changer quelque chose dans notre communauté. Qu'est-ce qui faisait que tu manquais de confiance en toi? Par exemple, lorsqu'on te confiait le rôle de major de classe, tu pensais que tu ne pouvais pas gérer? Oui, je me disais que non, je ne pouvais pas gérer. Bon, parce que j'étais dans une classe où moi, je me rappelle, j'étais également la plus petite de la classe. Et donc moi, je me disais que voilà, on nous a appris le respect. Lorsque quelqu'un est plus âgé que toi, c'est que tu dois le respecter. Donc c'est l'influence de la culture. Voilà, c'est l'influence de la culture. Voilà, c'était vraiment l'influence de la culture. D'accord, merci beaucoup. Samira, ton parcours est certainement riche en moments forts. Peux-tu partager avec nous ceux qui ont été les plus significatifs dans ton cheminement vers le leadership? Des moments forts, je vais parler du forum de la jeune fille qui a vraiment de belles anecdotes. Ça a été pour moi les premières activités que j'avais vraiment gérées. Donc c'était très intéressant. Un moment fort aussi, c'est l'édition de l'année dernière, en 2024, où la veille, on devait faire cette fois-ci les formations à la maison des jeux de Cara. La veille, le bus n'était pas encore réservé, on avait plusieurs contraintes et tout. En fait, je me suis allongée par terre et j'ai commencé à pleurer. J'ai vraiment commencé à pleurer. Je pleurais toutes les larmes de mon cœur. Oui, c'était
c'était vraiment un gros défi. défi parce que, en fait, faire des activités à Lomé, c'est différent. Mais là, j'allais dans une ville que je ne connais pas du tout. Je ne connais... En fait, j'étais juste allée jusqu'à Bafilo, mais je ne connaissais pas Kara. Donc, je vais dans une ville que je ne connais pas. Et il y avait toute une équipe qui comptait sur moi. J'étais la lead de la mission. Il y avait des prestataires qui attendaient mon OK. Moi aussi, j'attendais des partenaires aussi. Qui devaient faire des virements. Voilà, qui ne se prononçaient pas alors qu'on était à la veille de l'activité. Donc il y a vraiment de ces moments-là qui sont certes difficiles, mais en même temps... Mais en fin de compte, tout s'est bien passé. Oui. C'est l'apprentissage. Samantha, le leadership féminin en particulier, pour les jeunes femmes, peut-être semé d'embûches. Quels ont été les défis spécifiques que tu as rencontrés et comment tu as trouvé la force pour les surmonter? Parlant de défis, il faut dire que la vie de tous les jours est faite de défis. Mais lorsque je fais référence à ce qui est leadership féminin, dans une communauté où on croit encore que les femmes à certains postes de responsabilité ne peuvent vraiment pas faire grand-chose, je dirais que ce n'est pas toujours facile. D'abord de convaincre à la personne qui doit peut-être te confier le projet ou sinon convaincre également les différentes parties prenantes à épouser ta vision. Je me rappelle en 2022 où j'étais directrice du projet Femitech. C'est un projet qui visait à renforcer la capacité des jeunes filles et qui ont également des idées de projets d'entrepreneuriat sur tout ce qui est soft skills et en même temps tout ce qui est communication digitale et tout, pour les permettre de garantir une bonne image de marque de leurs produits. Et heureusement, il n'y avait qu'une seule personne qui avait vraiment confiance en ce projet-là. C'était un député. Et donc, les différentes parties prenantes étaient vraiment hésitantes par rapport à ce projet-là. Et il faut dire que ça a été d'arrache-pied, même jusqu'à la veille. C'était vraiment difficile de pouvoir convaincre tout le monde d'épouser la vision. Et quand je reviens même à tout ce qui est culturel et tout, c'est vraiment de catastrophe. Mais on s'est dit que nous sommes dans un processus de changement et qu'aujourd'hui, nous, en tant que jeunes filles leaders, nous servons en même temps d'exemple pour montrer également à la génération à venir que nous sommes capables de faire même au-delà de ce que les gens n'y pensent pas. Et donc, le leadership féminin aujourd'hui, au-delà de l'aspect culturel et tout, on se dit qu'il y a encore du travail à faire. Parce que quoi qu'on dise, nous avons nos soeurs, nos petites sœurs également, qui ont encore ce manque de confiance en elles pour pouvoir prendre des postes de responsabilité et l'idée des projets même de grande envergure. Merci beaucoup. Samira, les difficultés, on le sait, font partie de tout parcours. Quelles ont été les tiennes et comment ta détermination et ta résilience t'ont permis de les dépasser? Dans le volet culturel, la famille même, c'était compliqué parce que moi, j'ai été, on va dire, je ne sais pas trop comment formuler ça, mais d'un point de vue externe de la famille proche, j'étais, on va dire, un peu trop gâtée selon certaines personnes. Okay. J'avais les gens qui me voyaient aller un peu trop à l'école se disaient non mais pourquoi est-ce qu'elle va trop à l'école, vous gaspillez votre argent, il faut juste la marier quelque part, en fait c'est une femme donc elle ne va pas vous apporter grand chose, surtout que j'ai fait une université privée. On se disait que non, mon papa est en train de gaspiller les millions et tout. Donc déjà culturellement il n'y avait pas forcément cette chaleur familiale là. Ensuite quand je devais faire l'université, même il y a eu plusieurs contraintes. Ma mère ne voulait pas que je fasse l'université. Elle voulait que tu te maries? Oui. Okay. Et c'est la première fois même que j'en parle comme ça, mais ma mère ne voulait pas que je fasse l'université, elle voulait que je me marie dès le lycée. Et j'ai forcé. Il y a eu ces premiers défis-là. Ensuite, je me suis inscrite dans un domaine d'hommes, ce qui n'a pas arrangé les choses. Dans la vie associative, je ne vais pas vous mentir, j'aime souvent dire que les personnes les plus foncièrement méchantes que j'ai rencontrées sont dans la vie associative, malheureusement. Tout ce qui est harcèlement, moi je l'ai subi beaucoup plus dans la vie associative. Tout ce qui est... il y a aussi le fait que vous êtes des fois dans une organisation et les leaders de cette organisation-là n'épousent pas forcément la vision que ces leaders-là prétendent prôner. Donc vous êtes là, vous travaillez sur un projet, vous mettez tout, on veut parler de leadership féminin et tout, mais les leaders même derrière ne vous mettent pas forcément tout ce qu'il faut et là ça décourage en vrai. Parce que quand on arrive, il y a encore cette naïveté là de penser que tout le monde est bon, tout le monde a un cœur bon, on défend la même cause. Et donc je me suis heurtée à pas mal de réalités qui aujourd'hui m'amènent à voir plus clair et à choisir mes combats. Je sais mieux les projets sur lesquels je me positionne. Quand on me sollicite pour un panel, même quand je vois même l'organisation, je sais déjà si je dois décliner où y aller. Donc ça permet quand même d'avoir une certaine vision. De faire la part des choses. De faire la part des choses, voilà. Donc les défis sont à tous les niveaux, hein. Que ce soit dans le volet culturel, familial, le domaine professionnel et même le domaine social. Ensuite, il y a aussi le fait qu'en tant que jeune, on n'arrive pas forcément à
bien s'organiser, à faire la part des choses, comme on disait tout à l'heure. Mais je crois que c'est des choses qui s'apprennent à base d'expérience Oui. que vous faites le long de la vie. Place à la première partie de notre rubrique « Vos avis nous intéressent ». Les intervenants nous dévoilent les qualités essentielles qui font une leader d'exception. Quand on parle déjà de leader, il faut avoir quelqu'un qui a une vision. Non seulement une vision, mais une vision claire pour pouvoir l'expliquer à l'autre, convaincre la personne de pouvoir adhérer à l'idée. Avoir aussi de l'empathie. L'empathie, c'est essentiel, c'est parce qu'il faut arriver à se mettre à la place de quelqu'un d'autre quand on le dirige. Et aussi être résiliente parce que la vie n'est pas facile. Une jeune femme leader, c'est celle-là qui a de la valeur, qui est claire dans ses objectifs dans la vie. Dans tout ce qu'elle fait, elle sait là où elle veut y aller et elle sait comment se donner les moyens pour pouvoir y aller. C'est celle-là qui a de l'amour et de la passion pour tout ce qu'elle fait dans sa vie et qui a de l'esprit de résilience. Parce que être leader ne veut pas dire ne pas être confronté à des difficultés, à des situations de la vie. Mais quels que soient les obstacles qu'elle a ou bien qu'elle va rencontrer, trouve toujours des moyens pour pouvoir sortir, pour pouvoir rebondir et pouvoir trouver des solutions à ces problèmes. Et celle-là aussi qui a cette capacité-là de pouvoir rassembler autour d'elle d'autres jeunes filles qui la portent comme modèle. Samantha, le leadership féminin est de plus en plus reconnu et valorisé. Comment le définis-tu et quelles sont selon toi les qualités spécifiques que les femmes leaders apportent à leur communauté? Je dirais même que le leadership féminin aujourd'hui, c'est les actions que nous posons en tant que jeunes femmes leaders sur le terrain et notre capacité vraiment à amener un changement, à faire drainer un changement. Je me dis que certes, aujourd'hui, on parle de leadership féminin, pas de leadership féminin, mais qu'est-ce que nous arrivons à changer à une personne? Qu'est-ce que nous arrivons à changer dans une communauté pour qu'après 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans après, qu'on dise que, ah voilà, telle action que nous avons posée a pu engendrer tel changement dans cette communauté, sur cette personne, sur cette jeune fille, ce jeune homme et tout ça là. Je me dis que le leadership féminin aujourd'hui, on peut le traduire à travers les actions que nous posons. Maintenant, quelles sont les qualités? En termes de qualité, le fait d'être inclusif, dans le sens où nous avons nos combats, certes, mais nous devons nous assurer que dans les combats que nous menons, il n'y a pas de personnes qui sont mises à l'écart. C'est vraiment important de veiller à ce que tout le monde soit inclus dans nos processus de changement. Parce que quoi qu'on dise, une communauté, il y a plusieurs branches. Et que si on ne considère pas toutes les branches qui existent, une seule branche qui n'a pas été changée peut affecter négativement le travail qu'on a fait et ça ne va pas nous permettre d'atteindre les résultats que nous avons. Donc le fait d'être vraiment inclusif dans nos prises de décision, dans la mise en œuvre des projets et tout est vraiment pertinent. Au-delà de ça, je dirais c'est le fait de garantir une durabilité. Je l'ai déjà dit précédemment, de nous assurer que les actions que nous posons aujourd'hui sont durables et surtout de l'impact qu'ils ont en termes de changement. Merci beaucoup. Samir, en tant que jeune femme leader, tu as une perspective unique et des compétences précieuses. Quelle est ta vision du leadership féminin et comment l'incarnes-tu dans ton engagement au quotidien? Ok. Moi, ma vision du leadership féminin, c'est déjà le fait qu'il faut forcément apporter quelque chose dans la communauté. Je ne suis pas forcément des personnes qui pensent qu'il faut leader une association ou une organisation de jeunes avant de pouvoir apporter un impact. Parce qu'il faudrait amener les gens à développer leur plein potentiel et à arriver à un niveau donné de leur vie. Il ne faudrait pas se cantonner forcément sur le leadership, c'est aller dans un village, partager des cahiers, aller voir des enfants de rue, leur donner à manger. Ce n'est pas forcément ces actions-là, mais ce sont des actions quotidiennes. Le leadership, ce n'est pas forcément, comme je le disais, être à la tête d'une organisation et tout, mais c'est pouvoir au quotidien avoir de l'impact dans la vie des gens, avoir de l'impact dans la communauté. Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi est-ce qu'on vous reconnaît dans votre communauté? Quelles sont les actions que vous avez menées? Qu'elles soient collectives ou bien qu'elles soient individuelles et personnelles. Si vous avez un voisin, vous savez que le voisin n'est pas trop nanti. Et son enfant doit aller à l'école à la rentrée. Et que vous pouvez payer un paquet de cahiers pour lui offrir ça sans faire des photos et mettre sur les réseaux. En fait, c'est quand même un apport, une contribution que vous menez au développement de votre communauté. Donc pour moi, c'est ça le leadership en fait. Contribuer tant que je peux au quotidien.
Chaque apport En qu'on étant fait, inclusif aussi, comme Amdia l'a dit. donc chaque apport qu'on fait Oui. doit viser ceux qui en ont vraiment besoin Voilà. et qu'on n'est pas obligé de mettre tout le monde au courant. Dans cette deuxième partie de notre rubrique Vos avis nous intéressent, les personnes interrogées partagent leur point de vue sur la manière dont le leadership féminin peut contribuer à résoudre les problèmes de notre société. On regarde. Le leadership féminin peut contribuer énormément à résoudre les problèmes parce que déjà, Dieu a mis cette capacité dans la femme de pouvoir éduquer de manière excellente les enfants. Si la femme arrive à assumer cette responsabilité, cette mission d'éduquer de manière excellente les enfants, je pense que ça peut résoudre beaucoup de problèmes dans la société. Le leadership féminin peut contribuer à résoudre les problèmes de nos sociétés si ces jeunes leaders que nous avons aujourd'hui sont soutenus, sont encouragés. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes femmes leaders qui font beaucoup de choses extraordinaires. Même si nous allons à la base dans nos communautés, nous avons des femmes qui ont cette capacité-là de pouvoir rassembler autour d'elles, de pouvoir amener d'autres femmes à un objectif commun. Ces femmes-là qui n'ont peut-être pas des activités génératrices de revenus, mais qui arrivent à avoir une idée et à pouvoir amener ces dames-là, à pouvoir les concrétiser, à avoir quelque chose pour leur maison. C'est déjà des actions de développement de nos sociétés, selon moi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir des femmes qui sont entrepreneurs et qui ont des idées extraordinaires, qui créent et dirigent dans les entreprises et même emploient d'autres jeunes, même des hommes. Samantha, les jeunes femmes leaders jouent un rôle essentiel dans la transformation de nos communautés. Quel est selon toi l'impact spécifique du leadership des jeunes femmes sur le développement et le progrès? D'accord. Je dirais, comme l'adage là le dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Dans le sens où aujourd'hui, en tant que jeunes femmes, nous reflétons en même temps le changement en fait. Nous sommes tout ce qui est progrès, nous sommes l'avenir. Et que les actions que nous posons aujourd'hui ont des répercussions sur notre entourage. Qu'on le veuille ou pas, tout individu d'ailleurs, nous avons un impact, qu'il soit négatif ou positif. C'est que nous devons veiller à ce que les actions que nous posons puissent avoir un impact positif. Si nous voulons aller bien sûr dans le sens du développement communautaire et surtout du changement que nous voulons apporter dans nos sociétés. Samira, les jeunes femmes sont l'avenir de nos communautés. Comment ton leadership contribue-t-il à construire un monde plus juste, plus équitable et plus durable pour tous? D'accord. Et oui, évidemment, les jeunes femmes sont l'avenir de la société. Et même en termes de statistiques, hein, ça le prouve. Quand on voit la croissance aussi du nombre de femmes et tout, il faudrait qu'on puisse, comme je pense une personne le dit, on ne développe pas un pays avec la moitié de sa population. Donc, on ne devrait pas s'attendre à ce que ce soit les hommes qui contribuent, que ce soit les hommes qui travaillent. Mais en fait, on devrait outiller tout le monde à contribuer à ce progrès-là. Et c'est justement en ce sens-là que moi, je participe ou des fois même j'initie des activités justement pour amener ces jeunes femmes-là à développer leur potentiel, à contribuer au développement du pays. Si vous permettez, même je vais citer quelques initiatives vite faites. Par exemple, l'appel à projet que nous avons lancé sur le Forum de la jeune fille sur 2 éditions. Il s'agissait de recueillir des idées de projets de jeunes femmes, les former en entrepreneuriat féminin, les outiller et les mettre en contact avec des mentors qui puissent leur permettre de quand même développer leur projet et arriver à un niveau où l'entrepreneuriat leur permet de se développer elles-mêmes personnellement, mais de développer également leur activité, ce qui contribue à un développement économique et tout ce qui va avec. Après, il y a aussi Womentor que nous avons initié au niveau du panel et nous avons fait 2 éditions. On a lancé un appel à candidature de 25 jeunes femmes entre 15 et 24 ans. Et il s'agissait de déjà les former sur tout ce qui est estime de soi, confiance en soi, mission de vie. On a fait des sessions même en art oratoire pour qu'elles puissent prendre la parole en public, se défendre leurs idées. Ensuite, on les a mises en contact avec des mentors. Donc, des femmes qui sont dans des domaines qu'elles voudraient embrasser. Les mettre en contact avec ces personnes-là pour qu'elles puissent déjà savoir que leurs rôles modèles ne sont pas aussi loin qu'elles le pensent, pouvoir discuter des défis qu'elles ont rencontrés. On a fait des sessions avec ces mentors-là qui parlaient de comment elles en sont arrivées, quelles sont les études qu'elles ont faites,
même les associations dans lesquelles elles ont milité, hein, ou comment est-ce qu'elles en sont arrivées là, en fait. Donc, ça, ce sont des initiatives que nous menons, sur lesquelles nous travaillons, pour que chaque femme puisse quand même avoir les outils nécessaires, pas que les femmes d'ailleurs. Il y a par exemple le forum de la jeune fille, c'est un forum pour tout le monde. Donc pour que tout le monde puisse avoir les outils nécessaires pour arriver à un niveau. Et ces initiatives-là prennent en compte différentes couches en termes d'inclusion. Personnes vivant avec un handicap, personnes atteintes de albinisme. En fait, parce que toutes ces personnes-là ne doivent pas être laissées pour compte. Comme je l'ai dit, un développement, un pays avec la moitié de sa population. Et même dans cette moitié-là, il y a encore des couches vulnérables. Merci beaucoup. Samantha, ton engagement se traduit par des actions concrètes. Peux-tu nous parler de projets ou d'initiatives qui te tiennent à cœur particulièrement et qui ont de l'impact positif sur ta communauté? Je dirais aujourd'hui, banalement, 4 ans que nous menons des initiatives sur le plan digital ou sinon sur le plan physique pour sensibiliser les populations sur tout ce qui est question de santé sexuelle de la reproduction, tout ce qui est question du genre et tout. Alors aujourd'hui, nous avons plusieurs initiatives, surtout au sein du MAJ en lui-même. Nous avons plusieurs activités. Quand je prends par exemple les journées MAJ, ce sont des initiatives que nous mettons en place d'abord pour faire découvrir le MAJ et surtout donner cette possibilité-là aux jeunes de pouvoir y adhérer et également s'engager pour les raisons qui leur tiennent à cœur. Au-delà de ça, nous avons la Journée internationale de la jeunesse, par exemple, que nous célébrons aussi au sein du MAJ Togo. Et ça fait partie également des moments où nous ciblons des thématiques clés en raison des défis actuels que nous essayons de travailler avec ces jeunes-là pour pouvoir leur faire comprendre que voilà, ils ont également leur part à apporter à leur communauté. Au-delà de ça, je pense que nous avons plein d'initiatives, que ce soit sur les campagnes accès à l'information pour tous, qui visent également à toucher les personnes en situation de handicap, qui puissent vraiment comprendre que l'auto-victimisation n'est pas quelque chose qu'ils doivent normalement cultiver. Ils doivent vraiment se sentir associés à tout le monde. Et lorsqu'on parle de droit en matière d'information nécessaire, ils ont également ce droit-là. Donc ça fait partie également des initiatives que nous prenons. Donc merci beaucoup Samantha. Samira, tu es certainement un modèle pour de nombreuses jeunes femmes et jeunes filles. Comment les encourages-tu à développer leur potentiel de leadership et à s'engager activement dans leur communauté? D'accord. Déjà, ce que je prends sur moi de toujours faire, c'est de partager des opportunités autour de moi. Si par exemple, il y a des opportunités de formation, de participation à des événements, des opportunités même d'appel à candidature, tout ça là, j'essaie de tout faire pour ventiler l'information autour de moi, pour que ces jeunes femmes qui sont dans mon réseau puissent en bénéficier. Et il y a des personnes, quand elles me disent directement que moi je suis intéressée par ceci, par cela, j'essaie de m'en rappeler pour leur transférer ça directement au cas où elles n'arrivent pas à voir les posts que je fais. Il y a également le fait que je les invite à mes propres initiatives et à mes propres activités pour qu'elles puissent y participer et en bénéficier aussi. Parce que les personnes autour de nous doivent être normalement les premières personnes à bénéficier de tout ce que nous pouvons apporter. Même quand j'interviens sur des webinaires et tout, je partage les liens. Merci beaucoup. Samantha, la relève est essentielle pour assurer un avenir meilleur. Comment inspires-tu d'autres jeunes femmes à prendre leur place et à devenir des actrices de changement dans leur communauté? Alors, j'ai l'habitude de dire que vivons nos rêves tels que nous le concevons. Parce que quoi qu'on dise, on ne doit pas permettre à la société d'être un frein à ce que nous voulons réaliser, à ce que nous voulons devenir. En tant que jeune fille, aujourd'hui, moi, ce que j'essaie de faire quotidiennement, comme l'a dit Samira tantôt, hormis le fait de mettre à disposition des opportunités, c'est de vraiment faire comprendre à mes pairs la pertinence de vraiment s'intégrer dans la vie associative et surtout si le peuvent de le faire très tôt qu'ils le peuvent, parce que quoi qu'on dise, ça fait partie d'un processus aujourd'hui qui nous permet, en tant que jeunes, de nous positionner, même sur le marché de l'emploi, et surtout d'apporter un plus à notre communauté. La personne que moi je suis aujourd'hui, je dirais même que je suis le fruit de mon engagement social aujourd'hui, à travers les opportunités que j'ai aujourd'hui, c'est les réseaux que j'ai su tisser dans ma vie associative. Donc pour moi, c'est vraiment un tremplin d'éducation, de changement, et surtout d'avenir pour la jeune génération. Samira, les jeunes femmes leaders sont confrontées à de nombreux défis. Quels sont selon toi les obstacles les plus importants à surmonter et comment peut-on collectivement les soutenir et les encourager? Beaucoup de jeunes femmes sont confrontées à plusieurs défis à tous les niveaux, comme je le disais tantôt. Donc les défis, déjà même, des fois même c'est personnel, parce que quand on grandit dans un environnement où on nous dit que la femme doit rester à la maison, par exemple que les enfants n'ont pas le droit de parler. Donc ça, en fait, il y a l'estime de soi
qui est trop bas pour beaucoup de personnes. Donc déjà, arriver même à se développer personnellement, à dépasser ce cap-là, c'est un défi pour beaucoup de personnes. Et après, il y a tout ce qu'il y a comme pression sociale, harcèlement en milieu professionnel, en milieu associatif, même des défis quotidiens de formation, d'organisation, même en tant que jeune, pour, par exemple, pour des jeunes qui sont en formation, pour des jeunes qui sont également militants dans la vie associative. Donc maintenant, comment faire pour pouvoir les aider collectivement? C'est des programmes de mentorat, comme je parlais d'un projet WoMentor, des initiatives qui aident ces femmes-là à se retrouver dans un réseau, par exemple, de femmes comme vous. Comment est-ce que Madame Pélagie arrive à gérer ses journées? Si elle arrive à, par exemple, vous avez plusieurs activités, bien évidemment. Si elle arrive à être à la télé, mais à faire ci, à faire ça, comment est-ce que je peux m'en inspirer et moi aussi arriver à planifier mon agenda? Donc, par ces initiatives de mentorat-là et par cette proximité-là avec ces personnes, nous arrivons à faire une sorte de sensibilisation et à leur donner les informations et les outils nécessaires. Il y a également le fait que, comme je l'ai dit, les mentorer et aussi sensibiliser les parents. C'est vrai que le thème sensibiliser est devenu un peu trop vague, mais faire des actions à l'endroit des parents pour changer aussi les mentalités. On connaît des personnes qui veulent travailler, qui veulent exceller, mais si à la maison, cette personne doit rentrer, se taper encore toutes les tâches ménagères, alors que ses frères sont là, ne font rien, et qu'il y a encore ces paroles des parents qui disent que de toutes les façons, tu es femme, il faut arrêter ça, il faut laisser ça, ça n'encourage pas. Donc faire des actions à l'endroit de la population également pour que tout le monde puisse contribuer à ça et qu'on ne soit pas en train de verser de l'eau ici pendant que quelqu'un est en train de puiser la même eau de l'autre côté. Je vois. Merci beaucoup. Samantha, il est essentiel de créer un environnement favorable au leadership des jeunes femmes. C'est ce que Samira vient de dire. Quels sont selon toi les obstacles qui freinent leur engagement et comment peut-on les lever pour leur permettre de réaliser leur plein potentiel? D'accord. En termes de challenge, ou sinon de défi, nous avons le culturel. Le culturel, quoi qu'on dise, ça agit sur la manière dont nous percevons d'abord le monde associatif, nous percevons nous-mêmes et surtout dans les actions que nous avons à poser. À part le fait que ça soit culturel, je dirais également au plan personnel nous-mêmes, qu'est-ce que nous voulons, où est-ce que nous voulons aller. Je pense que lorsqu'on arrive même à trouver j'ai l'habitude de dire, le why, c'est-à-dire le pourquoi de ce que nous voulons. Et lorsqu'on arrive à trouver notre pourquoi, ça nous sert en même temps de motivation. Et à chaque fois que nous nous sentons démotivés, nous retournons d'abord dans notre why et puis nous, on relance. Ouais. Et donc, en termes de défis aujourd'hui, hormis que ce soit culturel, ce soit également personnel, quoi qu'on dise, il y a également le défi de gestion de temps. Le défi de gestion de temps, ce n'est pas vraiment facile de gérer le temps. Et je me rends compte... Parce qu'on a 1000 tâches à accomplir. on a 1000 tâches. Et la journée ne fait que 24 heures. Voilà la raison pour laquelle même il faut vraiment cibler ses combats. Il ne faudrait pas aller de gauche à droite parce que on veut vraiment faire quelque chose, mais surtout savoir où est-ce que nous voulons aller. Et lorsque nous savons là où nous voulons aller maintenant, nous mettons en place des stratégies pour nous permettre d'atteindre de bons résultats. Et donc, au-delà de ça aussi, je dirais que les réseaux sociaux, aujourd'hui, sincèrement, il y a beaucoup de temps. Bref, ça prend vraiment assez de temps. Et au-delà de ça, je voulais même parler du cyberharcèlement qui existe aujourd'hui. Moi, je me rappelle très bien. On a fait une campagne avec la CEJU sur le CCAP, le contrôle citoyen de l'action publique, où j'ai reçu des commentaires pas possibles. On me dit, voilà, toi, une femme, tu viens dire que voilà, si. Bref, il y a assez de commentaires que nous recevons en tant qu'activistes et tout ça là. Et je me dis que ça fait partie également des challenges. La raison pour laquelle il faut aussi travailler tout ce qui est santé mentale. Ce n'est vraiment pas négligé. Voilà, la santé mentale est vraiment importante. Donc, ça fait partie des solutions qu'on pourrait proposer pour permettre à ces jeunes filles et femmes de pouvoir s'engager dans la vie communautaire. Pour gérer toutes ces pressions-là. Samira, comment imagines-tu l'avenir de nos communautés et quel rôle les jeunes femmes leaders peuvent-elles jouer pour concrétiser cette vision? Je vais reprendre les mots du professeur Abawe qui disait « Je rêve d'un monde où on ne va pas se lever et célébrer le 8 mars. » C'est qu'on va se lever et puis c'est un jour simple, chacun va à ses occupations. C'est pour dire en fait que moi, l'avenir que je vois, c'est vraiment un monde dans lequel il n'y a pas de rôle genré. Il n'y a pas de « parce que c'est la femme, elle fait ci, parce que c'est l'homme, elle fait ça. » Mais il y a en fait des rôles que tout le monde décide de faire. Si je veux faire ceci, je le fais sans me poser des questions, en fait, sans me demander si les femmes le font, si je peux le faire, si...
En fait, sans qu'il n'y ait ces si-là, mais c'est comment arriver à le faire, que ce monde-là soit un monde vraiment libre, où tout le monde a la capacité et les outils nécessaires, les opportunités, les droits pour arriver à atteindre les buts que cette personne-là s'est fixés. Et comment les jeunes femmes d'aujourd'hui peuvent y arriver? Déjà, je vais dire aussi que c'est un travail collectif. On est à deux dans la société, donc autant les jeunes femmes que les jeunes hommes, nous devons travailler ensemble pour atteindre cet idéal-là. Oui, parce que, quoi qu'on dise, c'est les deux personnes qui fondent les familles, c'est les deux personnes. Dans les milieux professionnels, on parle de harcèlement et tout aujourd'hui. On lutte contre ça, on sensibilise les femmes, on leur donne des conseils. Mais qui harcèle? Est-ce que vers l'harceleur, on ne devrait pas aussi faire plus d'actions? En tant que jeunes aujourd'hui, nous devons travailler sur nos compétences. Parce que quoi qu'on dise, même si on veut donner des opportunités aux femmes, il faudrait que ces femmes-là aussi puissent mériter ces opportunités-là. Donc travailler sur nous-mêmes, avoir les compétences qu'il faut pour que quand il le faudra, on puisse réclamer nos droits. Et également, au niveau des hommes également, travailler sur leur mentalité. Et là, c'est un travail qu'on fait ensemble. Samantha est en train de rigoler. Mais pourquoi Samantha éclate de rire? J'éclate de rire parce que c'est vraiment un défi aujourd'hui. Hein. Le fait de changer la mentalité des hommes. Parce que c'est pas facile. Culturellement parlant, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Tu peux travailler sur toi, être la femme leader que tu veux être. Mais si tu n'as pas, par exemple, le partenaire en face qui a la même vision des choses que toi, qui a la même conception des choses que toi, il est vraiment compliqué d'évoluer. Donc, travaillons sur nous, mesdames. Mais travaillons également avec monsieur, travaillez aussi sur vous. Comme ça, la collaboration, c'est pas facile. Samantha, les jeunes femmes du Togo ont un potentiel immense. Je crois que tu le sais. Et quel appel souhaites-tu leur lancer pour qu'elles prennent conscience de leur pouvoir et qu'elles s'investissent pleinement dans la construction d'un avenir meilleur pour elles-mêmes et pour leur communauté? En 2 mots. 2 mots. Le temps. Chères jeunes filles, chères jeunes dames, croyez en vos potentialités. Moi, je crois en la capacité à nous, jeunes filles ou dames, de pouvoir changer ce monde-là. Je crois qu'en tant que jeunes filles leaders togolaises, nous avons également cette vision. Nous avons le droit d'avoir une vision. Nous avons le droit de rêver. Nous avons le droit d'avoir des ambitions aussi grandes qu'elles peuvent l'être. Donc, ayons de grandes ambitions, cherchons à avoir de l'impact autour de nous de manière quotidienne et surtout assurons-nous que tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, dans 10 ans, ça aura des répercussions assez positives. Donc, il est vraiment important de mesurer les actions que nous avons aujourd'hui et surtout de cultiver tout ce qui est inclusif dans nos actions. Merci beaucoup, Samira. Pour conclure, quel message fort souhaites-tu adresser aux jeunes femmes du Togo pour les encourager à prendre leur place, à faire entendre leur voix et à devenir des leaders de demain? Je dirais à mes pères jeunes femmes de ne pas se fixer des limites, de ne pas se cantonner sur ce que dit l'environnement. Ce que dit l'environnement, c'est l'environnement. Les gens ont tendance à projeter leurs peurs sur nous. Donc il faudrait que nous-mêmes, nos peurs, soient nos peurs. Ce ne sont pas les peurs de quelqu'un qui vont être nos peurs. Donc il faudrait qu'on travaille sur nous, comme je l'ai dit, pour arriver à mériter cette place-là qu'on réclame. Et il ne faut surtout pas se dire que non, on doit faire doucement. Allons arracher notre place. Merci. Nous arrivons au terme de notre discussion. Je vous remercie, Samira et Samantha, pour vos discussions éclairantes. Je vous rappelle que Samira Amadou, ingénieure réseau télécom, activiste sociale et communautaire et présidente de Youth Panel Lomé, et Samantha Amdiat Mayaba, elle est titulaire d'une licence en communication des organisations et présidente du MAJ ATBF, le mouvement d'action des jeunes de l'association togolaise pour le bien-être familial. Malgré les défis et les obstacles, les jeunes femmes leaders sont en train de changer le monde un pas à la fois. Leur courage, leur détermination et leur résilience sont une source d'espoir pour nous tous et surtout pour les filles et les jeunes femmes qui nous ont suivis. Nous croyons en elles, en leur capacité à construire un avenir plus radieux pour les générations à venir. C'est sur ces mots que s'achève notre émission. Merci à nos invités, merci à vous qui nous avez suivis depuis vos maisons et merci surtout à toute l'équipe de la réalisation. À bientôt.